Le sunnisme existait-il à l'époque du prophète Muhammad? C'est la question que je vous ai posée sur un réel Instagram dernièrement et j'ai eu beaucoup de retours sur ce réel-là et beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble ma vision, pourquoi justement il y a des désaccords entre nous. Et sur ce, allons-y, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par une image pour que ce soit plus clair pour vous, parce que là on parle quand même de sujets aussi qui sont compliqués. La première image, c'est celle d'une maison. Et la maison, dans sa totalité, si vous voulez, ça représente le sunnisme. Alors justement, pour les personnes qui critiquaient ma vision, pour elles, le sunnisme, c'est l'équivalent de la sunna. Donc si vous voulez, toute la maison, pour elles, c'est la sunna du prophète. La sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'exemple du prophète, le fait de suivre son comportement, de suivre ses paroles. Maintenant, pour ma propre vision, ma vision qui est historico-religieuse, et non pas juste religieuse, pour moi, la sunna, ça ne représente que les fondations de la maison. Évidemment, une maison juste avec des fondations et sans murs et sans toit, ça devient vite compliqué. Donc il faut qu'il y ait des murs, il faut qu'il y ait un toit, et pour ça, en fait, le toit et les murs, ce sont tous les outils qui ont été créés, qui ont été développés par les savants musulmans au fur et à mesure des siècles, et principalement, vous allez le voir, on va y revenir dessus, à partir de la fin du 8e et surtout le 9e siècle. Alors là, vous pourrez me dire, notamment ceux qui sont pas d'accord avec moi, oui mais Romain, tu me dis que le sunnisme, c'est pas juste la sunna, mais à l'époque du prophète Muhammad, en fait, il suffisait juste de suivre l'exemple du prophète Muhammad, et c'était finalement suivre la sunna du prophète. Et vous avez parfaitement raison, parce que, évidemment, quand on vit à l'époque du prophète Muhammad, forcément suivre son exemple, c'est évident. C'est même plus que simple, c'est évident, puisqu'il est encore vivant, il est sous nos yeux, son exemple est évident. Et le fait de suivre le prophète Muhammad vous permet aussi de suivre le Coran, le véritable sens du Coran, puisque Muhammad, en tant que prophète, le détient. Mais le problème, il se pose juste après. Une fois que Muhammad est mort, et surtout après les décennies qui vont s'en suivre, les musulmans n'ont plus l'exemple du prophète sous leurs yeux, donc ils n'ont aussi plus accès au sens véridique du Coran, et donc il leur faudra des outils pour mieux comprendre, essayer finalement de suivre le comportement du prophète Muhammad de la manière la plus fine possible, et aussi de mieux comprendre le Coran de la manière la plus fine possible. Et pour ça, ils ont besoin, les musulmans, et notamment les sunnites, ce que vont devenir par la suite les sunnites, ils ont besoin de tous ces outils. Et par ces outils, j'entends quoi? J'entends par exemple le fait que les principaux recueils de hadiths vont se développer. Alors vous pouvez me dire aussi, mais oui, mais les hadiths, ils ont commencé à se développer à partir de l'époque du prophète Muhammad. Alors oui, c'est vrai, dans la tradition musulmane, il y a les hadiths qui commencent avec les principaux compagnons du prophète Muhammad, qui transmettent les hadiths, mais principalement de manière orale. Et c'est véritablement ensuite, et on va le voir par la suite, au fur et à mesure de la vidéo, que, notamment à partir de la seconde moitié du 8e et surtout du 9e siècle, que les principaux recueils vont se mettre en place. Donc, le sunnisme, pour moi, ce qui va constituer, vous allez voir, les murs et le toit du sunnisme, c'est des outils, par exemple, comme les principaux recueils de tradition prophétique. C'est des outils comme, finalement, les méthodes de réflexion que vont mettre en place les principales écoles juridiques qu'on appelle les mezheb, comme par exemple le hanafisme, le shafiisme. Il y en a 4 aujourd'hui principales dans le sunnisme. Et c'est aussi toutes les doctrines qui vont se mettre en place, qui vont être précisées, qui vont être fixées, notamment à partir du 9e siècle, parce que c'est un contexte qui est important. Et tout ça, encore une fois, je vais en reparler assez rapidement dans la vidéo. Alors, si déjà ce sujet vous intéresse dorénavant, vous pouvez déjà télécharger le PDF que j'ai rédigé pour vous, qui récapitule tous les points que j'aborde dans cette vidéo, et qui va même un peu plus loin, puisque bien évidemment, on va approfondir tout ça dans le PDF. Ça vous permettra de mieux comprendre déjà pas mal de choses. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit, ça se passe sur le premier lien en description. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement cliquer sur le lien. Alors maintenant, on va finalement plonger un peu plus en profondeur dans ce sujet. Et je vous propose de commencer notamment par cet outil principal que sont les hadiths. Les hadiths qui, je vous l'ai dit au début, ils sont principalement oraux, c'est-à-dire qu'ils vont te transmettre de savant en savant. Vous avez plein de lieux qui sont importants pour la transmission des traditions, pour l'enregistrement. Par exemple, Médine, c'est Damas, c'est Koufa ou Basra par exemple. Donc tout ça, c'est dans le Moyen-Orient actuel. Et on n'a pas encore de traditions véritablement qui sont mises par écrit. Alors ça commence un petit peu selon les traditions, partir un petit peu du 7e siècle, mais c'est encore très très timide. Ça se met en place de plus en plus au 8e siècle, comme avec quelqu'un comme Malik ibn Anas, qui est du coup considéré comme le fondateur du malikisme. Et puis ça continue ensuite, surtout à partir de la fin du 8e et surtout du 9e siècle, parce que peut-être que vous connaissez déjà ceux que l'on appelle les sahih, qui sont les
les recueils en fait de traditions prophétiques authentiques, on va y revenir, de Al-Bukhari et de Muslim. Et aujourd'hui, ce qu'on pense comme étant aller de soi, comme allant de soi pour le sunnisme, c'est-à-dire le fait surtout de se reposer sur les traditions qui sont considérées comme authentiques, donc sahih, parce que il faut savoir qu'il y a des traditions qui sont inventées, et des traditions dont finalement la crédibilité est jugée comme douteuse, on sait pas trop, et il y a des traditions qui sont considérées comme bonnes ou d'autres encore comme authentiques. Mais ce classement-là, ça a requis beaucoup d'analyse de la part des savants, donc c'est toute une science, hein, le ilm al-hadith, donc toute une science du hadith, et ça a pris du temps, et surtout ça a été contesté, hein, c'est-à-dire qu'il y a certains savants qui n'étaient pas d'accord pour faire ce tri-là, notamment dire ceux qui sont authentiques, qui sont vraiment 100% valables, et puis d'autres qui seraient juste bonnes ou voire douteuses, qui sont pas du tout valables. Ça a fait débat, hein, encore au 9e siècle, ça a fait débat beaucoup entre les savants, et c'est pour ça que c'est pas aussi simple, déjà première chose, et que vraiment à partir du 9e siècle, ce 9e siècle, il est extrêmement important dans la mise en place des bases du sunnisme. Le second point, c'est, je vous l'ai dit, les écoles juridiques. Pourquoi les écoles juridiques sont très importantes dans le sunnisme, comme constituantes, selon moi, encore une fois, de ces murs et de ce toit de la maison du sunnisme? Parce qu'elles vont mettre en place des organes, des instruments, des cadres permettant les réflexions et les interprétations des textes religieux, donc principalement le Coran, et Coran qu'on peut aussi interpréter à travers aussi la tradition prophétique qui sert aussi d'appui en fait au Coran quand le Coran n'est pas assez spécifique sur certains points. Et donc vous avez 4 écoles juridiques, le chafiisme, le hanbalisme, le malikisme et le hanafisme. Et il faut savoir que ces écoles-là, elles n'apparaissent véritablement que vers la fin, entre la fin encore une fois du 8e, et vous voyez encore une fois surtout le 9e siècle, un siècle qui est important, et on va y revenir dans un 3e point qui sera le dernier point de ma vidéo, parce que c'est un siècle qui est juste primordial. Et en plus de ça, quand je vous dis que ces écoles, elles émergent véritablement à ces époques-là, mais elles se développent surtout à partir vraiment des 10e, 11e siècles, où vraiment elles se consolident vraiment. Donc ce 9e siècle, il est très important pour l'histoire de l'islam et pour l'histoire du sunnisme, vous l'aurez compris. Et c'est le 3e point que je vais aborder maintenant. C'est parce qu'au sein de ce 9e siècle, il y a des débats qui ont lieu, qui sont... franchement, c'est l'époque la plus importante pour l'histoire de l'islam et pour l'histoire du sunnisme, parce qu'il y a plein de débats qui sont essentiels sur la question de finalement qu'est-ce qu'être musulman, quelles sont finalement les bonnes doctrines à avoir, ce qui vont devenir les bonnes doctrines de l'orthodoxie musulmane. Et donc c'est un siècle qui est important. Pourquoi? Vous avez sans doute déjà entendu parler de ceux que l'on appelle les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, ce sont, si vous voulez, les partisans de la raison à un certain haut degré, mais qui reste limité. C'est pas des philosophes libres penseurs qui, finalement, au 9e siècle, influencés par l'essor des sciences arabes, vous savez, avec ce phénomène de traduction des sciences antiques, principalement gréco-romaines et persanes, et notamment de la philosophie, Plotin, Platon, Aristote. Et cette influence-là fait que ces Mu'tazilites, ils veulent inclure la raison, donc l'usage de la raison, dans l'interprétation des textes religieux, notamment, par exemple, l'interprétation du Coran. Et le fait est qu'ils se sont opposés, ces Mu'tazilites. Alors bien sûr, je vous facilite les choses, je simplifie pour que ce soit plus simple, parce que c'est des sujets qui sont très complexes. Ces Mu'tazilites, ils se sont opposés à ce qu'on appelle les Ahl al-Hadith. C'est-à-dire quoi, les Ahl al-Hadith? Ça veut dire les partisans de la tradition. Et c'est, si vous voulez, pour les historiens actuellement, les ancêtres des sunnites. Et donc, c'est dans cette période-là que se produit un profond débat sur quelle est la place de la raison dans l'interprétation des textes religieux. Vous comprenez là ce qui se joue à cette période-là, c'est juste essentiel pour la définition non seulement du sunnisme, mais aussi de l'islam finalement, de ce qui va devenir aujourd'hui l'orthodoxie. À travers ces questions-là, il y a des questions. Je vous parlais de doctrine un petit peu en introduction de cette vidéo. Vous avez des doctrines qui sont très importantes, qui vont se mettre en place, qui vont être réfléchies et qui vont constituer les bases de l'islam sunnite d'aujourd'hui. Comme par exemple le libre arbitre. Le libre arbitre avec des questionnements de est-ce que finalement Dieu détermine tout à l'avance, tout finalement le sort des êtres humains, toute leur vie, ou bien à ce qu'à l'inverse, Dieu ne décide rien et les hommes sont totalement capables de faire leurs actions et il n'y a aucune destinée entre guillemets. Et les sunnites vont prendre une position qui est entre les deux. Là, c'est juste un exemple. Vous avez aussi d'autres questionnements dont le questionnement le plus majeur, c'est le Coran créé ou le Coran incréé, qui a, on va y revenir d'ailleurs dans le PDF rapidement,
qui a finalement été extrêmement important parce que c'était un motif de discorde entre les Mu'tazilites et les Ahl al-Hadith, ce qu'on appelle les proto-sunnites, les ancêtres des sunnites. C'est comme ça que les appellent les historiens. Vous avez encore une fois d'autres questionnements qui sont importants, comme les attributs divins. Est-ce qu'ils sont éternels ou coéternels? Vous avez des questionnements sur, par exemple aussi l'anthropomorphisme. Est-ce qu'on peut concevoir Dieu avec un corps, par exemple, à travers les textes religieux, notamment le Coran? Et tout ça, ça va être des réflexions qui vont véritablement se développer, être affinées, clarifiées à partir de ce fameux 9e siècle. Alors vous comprenez maintenant avec cette vidéo, ces 3 points que je vous ai signifiés, pourquoi on était en désaccord sur ce réel Instagram. C'est parce que déjà on a 2 visions, 2 définitions qui sont différentes du sunnisme. Une définition, donc vous reprenez la maison, où pour les personnes, la sunna c'est l'intégralité du sunnisme. Parce que selon elles, et elles ont raison dans leur point de vue. Eh bien à l'époque du prophète, il suffit juste de suivre l'exemple du prophète, évidemment, puisqu'il était encore vivant, et parce qu'il était aussi là, en tant que prophète, le détenteur de la vérité et du sens véritable du Coran. Et puis la définition qui est celle des historiens historico-religieuses, qui est de faire de cette maison-là juste la sunna, les bases de la maison, et les murs et le toit. C'est tous les outils, toutes les méthodes de réflexion, toutes les écoles juridiques qui vont se mettre en place par la suite et principalement à partir de la fin du 8e et du 9e siècle. J'ajouterais aussi qu'à côté aussi de la sunna, il y a évidemment le Coran, qui est important, mais j'ai déjà parlé de ça parce que quand le prophète est vivant, finalement, le sens du Coran, il est connu. Donc vous comprenez, si vous n'étiez pas au courant de tout ça, à quel point finalement l'approche historico-religieuse en termes de réflexion historique, de comprendre finalement le passé et le contexte aussi dans lequel ces réflexions-là, elles ont abouti. Cette réflexion à la fois historique et religieuse, elle est essentielle aujourd'hui parce que si vous voulez mieux comprendre l'islam, il faut évidemment comprendre comment toutes ces réflexions-là, elles sont développées avec ce que je vous ai dit, les écoles juridiques, les mazhab. Vous avez des grands savants qui sont exprimés, qui ont participé de ce développement de l'islam et du sunnisme dans un contexte précis, qui est encore une fois celui de la fin du 8e et surtout du 9e siècle, et un contexte qui encore une fois est extrêmement riche sur tous les plans intellectuels, religieux, politiques, culturels. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette histoire-là si aujourd'hui vous voulez affiner votre compréhension de l'islam. Alors le problème bien sûr c'est que ça prend du temps, c'est que il y a très peu d'ouvrages en français sur ce sujet et surtout d'ouvrages qualitatifs. Et donc déjà je vous ai fait ce PDF pour que vous puissiez mieux comprendre certains points. On les a approfondis dans ce PDF et comme ça aussi vous les aurez parce que je sais que c'est toujours compliqué aussi de tout retenir, tout ce que je dis dans une vidéo parce que encore une fois ce sont des sujets qui sont compliqués. Donc si ça vous intéresse, il y a le PDF en premier lien en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à me transmettre votre mail, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et voilà, c'est tout. Et oui, pour tous ceux qui se demanderaient, mais Romain, où tu es actuellement, je vais vous montrer tout ça directement en vidéo. Pas aujourd'hui parce que faut savoir que j'ai dû retourner la vidéo parce qu'hier il y avait des petits soucis, mais vous aurez une vue qui est beaucoup plus belle que celle que j'ai maintenant. Donc j'ai pas envie de vous montrer cette vue-là, mais vous comprendrez. Je vais vous montrer tout ça. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous vous dites, mais Romain, qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais où est-il? Mais où est-il? Eh bien, j'ai déménagé il y a 2 semaines. J'ai déménagé en Andalousie, dans la côte, vraiment dans l'extrême sud du coup de l'Espagne, près d'une ville ou dans une ville qu'on appelle El Puerto de Santa Maria. Et regardez ça. Voilà, c'est la vue que j'ai devant moi avec beaucoup de vent. Donc j'espère d'ailleurs que le vent ne sera pas trop gênant pour votre écoute. Bref, sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez le lien du PDF en description. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions à me poser, des retours à me faire sur cette vidéo-là, eh bien, faites-moi part de vos retours. Et voilà, ça permettra aussi peut-être de faire d'autres prochaines vidéos pour clarifier quelques points avec vous, pour répondre à vos questions. Et sur ce, je vous retrouve pour la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien.